13h. Bonjour à tous. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actu. Le vice-président de la République, Tiemokom Eliette Kone, a quitté Abidjan ce samedi matin pour la Guinée-Bissau, où il prendra part au sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui se tient ce week-end à Bissau. Le vice-président de la République représente le chef de l'État à ce sommet où les questions de paix et de sécurité dans la région ouest africaine seront abordées. Affaire Kessédougou, le ministre d'État, ministre de la Défense, Télé Birahima Ouattara, en présence de plusieurs membres du gouvernement, a procédé au lancement de la phase 2 du programme de lutte contre la fragilité des zones frontalières du Nord. Une deuxième phase qui va coûter 12,3 milliards pour 6 composantes qui vont dans le sens du développement humain. On en parle dans cette édition. Sur la situation entre le pouvoir de Kinshasa et le M23, dans une vidéo, Sultani Makenga, le chef rebelle du M23, assure qu'il continue d'exiger un dialogue avec Kinshasa. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, refuse toute négociation avec le M23. On en parle également dans cette édition. Voilà pour l'essentiel. À l'instant, dans les titres, dans la matinée pour la Guinée-Bissau, il prendra part au sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui se tient ce week-end à Bissau. Comme vous pouvez le voir sur ces images, plusieurs membres du gouvernement étaient à l'aéroport pour l'accompagner. Le vice-président de la République représente le chef de l'État à ce sommet. Notons que les questions de paix et de sécurité dans la région ouest africaine seront abordées au cours de ce sommet. Le vice-président de la République, Tiemokom Eliette Kone, qui était à Dakar, où il prenait part à la première édition d'un forum économique organisé dans la capitale sénégalaise. Il représentait le chef de l'État à l'occasion, Jérôme Kofi Abola. Dakar. La rencontre se déroule les 6, 7 et 8 juillet 2023. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, en est l'invité d'honneur. Il est à ce titre représenté par le vice-président de la République, Tiemokom Eliette Kone. Le président Alassane Ouattara aurait bien voulu être ici avec vous en vue d'apporter sa contribution et son soutien à cette heureuse initiative de promotion des potentialités et des opportunités d'investissement dont regorge votre beau pays. La problématique de l'investissement privé est aujourd'hui centrale dans les stratégies de politique économique, en particulier dans les pays comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire, qui ont amorcé depuis plus d'une décennie leur transition structurelle. En effet, en dépit des programmes rapides et importants réalisés, nos pays font face à des besoins importants en investissement pour combler le retard en matière d'infrastructures, accélérer la croissance économique et enfin améliorer le bien-être des populations dans un contexte de paix et de sécurité. Il est indéniable que nos États ne peuvent assurer seuls le financement de ces investissements qui, dans une économie moderne, relèvent principalement du secteur privé, tant national qu'international. Hôte du forum, c'est naturellement le président du Sénégal, Macky Sall, qui préside les travaux. Pour le chef de l'État sénégalais, c'est au pouvoir public, dans la quête des investissements privés, de prendre toutes leurs responsabilités à œuvrer prioritairement à garantir la paix, la stabilité et l'état de droit. Toutes choses qui, selon le président Macky Sall, constituent les piliers d'un environnement attractif pour les affaires. Le forum économique Invest in Sénégal est organisé par l'Agence nationale pour la promotion des investissements et des grands travaux du Sénégal. Il en est à sa première édition au pays de la Teranga. Et retour en Côte d'Ivoire pour le deuxième titre de ce journal. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Télé Birahima Ouattara, a lancé à Affaire Kessédougou, en présence de plusieurs membres du gouvernement, la phase 2 du programme de lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord. Une deuxième phase qui va coûter 12,3 milliards de francs CFA pour 6 composantes qui vont dans le sens du développement humain. Une cérémonie de lancement qui a permis au ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, d'inviter la jeunesse ivoirienne à s'approprier toutes les initiatives en sa faveur. Kader Sogodogo. Et c'est parti pour la deuxième phase du programme de lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord. C'est fort de l'impact et des résultats satisfaisants
de la première phase lancée le 22 janvier 2022 à Touba par le Premier ministre Patrick Achi que le gouvernement principal financier a retroussé ses manches pour remettre le couvert. 12,3 milliards de francs CFA pour la composante insertion professionnelle et emploi des jeunes. Normalement, pour l'année 2023, c'était 14 000. Mais compte tenu du fait du caractère spécifique de cette année, le chef de l'État a voulu que cette année soit l'année de la jeunesse. Nous sommes passés à 30 000 nouveaux bénéficiaires que nous allons traiter donc cette année. Le chef de l'État a mobilisé des ressources importantes, le gouvernement a mobilisé des opportunités. Il revient aux jeunes maintenant de se lever, de se battre et d'aller saisir ces opportunités sur l'ensemble du territoire. Une opportunité pour les jeunes. Au nom du Conseil national des jeunes, pour réitérer nos infinis remerciements et notre reconnaissance au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a bien voulu décréter 2023 année de la jeunesse, tout en inscrivant les jeunes au cœur des priorités gouvernementales. Sa mission, sa détermination et ses actions contribuent efficacement à faire reculer les frontières de la pauvreté, de l'extrémisme violent et œuvrent pour le mieux-être et l'inclusion de tous les Ivoiriens sans distinction. 2023. L'année de la jeunesse, une réalité. Téné Birahima Ouattara indique la voie à suivre. J'invite donc toutes les populations des régions de la Bagoué, du Bonkani, du Folon, du Kabadougou et du Poro, du Tchologo à s'approprier les différents dispositifs qui sont mis en œuvre cette année. Ce programme, comme vous le savez, a pour objectif ultime de favoriser votre autonomie, de vous permettre de subvenir à vos besoins de développement économique et social de votre région et partant de la Côte d'Ivoire entière. Remise de diplômes, de chèques, de permis de conduire, équipement de coopératives, des retombées de la première phase qui a coûté plus de 9 milliards de francs CFA, dont la cible visée a explosé de 4%. La deuxième phase, qui démarre maintenant, sera accompagnée par les partenaires habituels, dont le PNUD. Et toute autre chose à présent, une carte pour les commerçants de Côte d'Ivoire. Cette carte devrait permettre de classer les commerçants par catégorie et par filière. Le ministre du Commerce, Souleymane Diarra a procédé au lancement de cette carte qui est dotée d'un porte-monnaie électronique. Lanciné Bakayoko. Cette carte de commerçant dotée d'un porte-monnaie électronique vise à structurer le secteur du commerce et à formaliser l'activité commerciale sur l'ensemble du territoire national. Ce projet permettra à terme la constitution du fichier national des commerçants et des entrepreneurs, qui est une base de données nationale des commerçants et des entrepreneurs ayant pour finalité la cartographie complète de l'activité commerciale et la formalisation du secteur informel. Cette carte est censée ouvrir la voie à une transition vers une économie numérique en Côte d'Ivoire, en offrant aux commerçants des possibilités de paiement électronique, de transactions sécurisées et de services monétiques. Elle offre de nombreux avantages aux commerçants, notamment en termes d'accès à des services tels que le crédit, les transactions, les produits d'assurance et la retraite. À ce jour, 386 765 commerçants ont été recensés, dont 85 062 se sont acquittés de leurs différentes redevances et 49 472 cartes ont été distribuées. À travers cette carte, le commerçant puisse avoir, à travers les institutions bancaires, accès au crédit plus facilement, puisqu'il y a pas mal de données qui sont intéressantes pour les banques. Et après, ce sont les produits d'assurance, d'autres produits, etc., qui pourraient tous être plugués sur cette carte. Le gouvernement ivoirien entend atteindre un taux d'inclusion financière de 60% à l'horizon 2024, grâce notamment à la digitalisation. Un commentaire de Lanciné Bakayoko et puis le dossier Vilichy de ce 13h ouvre une lucarne sur le nouveau régime social des travailleurs indépendants qui permet à ces travailleurs de bénéficier d'une couverture sociale. Comment évolue ce régime lancé en 2021 et quels intérêts pour les travailleurs indépendants d'y adhérer? Réponse dans ce dossier signé Serge Colléa. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de travailler pour quelqu'un. Je travaille pour moi-même. Je peux épargner et puis demain prendre ma retraite tranquillement. Au grand marché de Marcory, Charles Bongo est un visage bien connu. 5 ans qu'il s'y rend régulièrement. Comment vous allez?
Agent dans une compagnie financière, il aide les commerçants et commerçantes à bénéficier de financements et de conseils en vue d'une meilleure gestion de leurs activités. Depuis 2 ans, Charles œuvre à promouvoir le RSTI, le nouveau régime social des travailleurs indépendants. Avant, c'était fait pour les salariés, pour ceux qui travaillent dans les sociétés privées. Mais aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire et les responsables de la CNPS ont demandé comme ça que ça soit au niveau de la Côte d'Ivoire, j'ai dit au plan national. Aujourd'hui, tu peux te faire déclarer à travers ce que tu mènes aujourd'hui comme activité. Tu peux être couturière, tu peux être coiffeuse, tu peux être vendeuse peut-être de piments, d'aubergines. Aujourd'hui, tout le monde a droit maintenant à la retraite. Lancé officiellement en 2021, le régime social des travailleurs indépendants est une couverture sociale pour toutes les personnes exerçant à leur propre compte. L'État offre l'opportunité d'être déclaré dans les fichiers de la CNPS. Ils ont parlé, en tout cas ça m'a plu parce que je travaille. Je fais un commerce que moi-même je me débrouille. À part moi-même mon argent, quelqu'un ne peut pas me venir en aide. On est dans ma 2e année maintenant. Chaque fin du mois, je donne 5 400. Beaucoup d'autres travailleuses indépendantes ont été sensibilisées et convaincues pour la plupart. Ça fait plus que 8 mois que je suis dedans. C'est une bonne chose. La stratégie de proximité pour sensibiliser et enrôler le maximum de personnes est menée dans toutes les communes du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Pour faciliter l'interaction avec les travailleurs indépendants, nous avons mis en place des moyens innovants de cotisation, notamment les mobile money. Nous avons une action de proximité vers ces populations et ce qui est innovant, c'est qu'on leur donne la possibilité de payer les cotisations de façon journalière, par quinzaine, en fonction de leurs revenus, parce que nous savons que ces populations ont des revenus instables. Pour accélérer le processus, la CNPS a signé une convention avec le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI. Mais Excellence, Madame la Première Dame, vous et votre époux êtes à l'œuvre pour que les personnes vivant en Côte d'Ivoire, surtout les plus démunis, bénéficient d'une couverture sociale pour préserver leur dignité pendant leur cessation et à leur retraite. Le nouveau système de protection sociale épouse la vision de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui a initié le FAFSI. Le régime social des travailleurs indépendants, RSTI, de la CNPS, permettra d'octroyer une couverture sociale à nos sœurs afin de leur garantir la pérennité de leurs activités. Je voudrais inviter toutes mes sœurs bénéficiaires du FAFSI à saisir la nouvelle opportunité adaptée à leur situation. Le RSTI vient comme un programme complémentaire au FAFSI. Les travailleurs indépendants pourront bénéficier de prestations et d'avantages sociaux. Par exemple, si tout aussi moi je prends grossesse là, j'ai déjà mes 3 mois de CNPS qui est là, qu'on peut me payer gratuitement. Donc moi aussi, je suis même chose comme un fonctionnaire. Une indemnité journalière en cas de maladie ou d'accident. Les femmes en maternité ont 3 mois de congés payés. Un artisan, une commerçante, un agriculteur ou un mécanicien, à jour de ses cotisations, a droit à une pension de retraite. Les artisans là, ils finissent toujours vraiment dans les misères. À partir de 70 ans, ils ne peuvent rien faire et les chagrins, les problèmes. Si aujourd'hui tu as pu cotiser et tu as pu avoir un 100 000 ou bien un 50 000 chaque fin de mois, je pense que ça va te donner plus de longue vie. À la tête d'un groupe de mécaniciens, Moustapha a pris la résolution de sécuriser ses vieux jours. Avec l'appui des agents d'enrôlement, il sensibilise ses confrères. C'est bienvenu, c'était l'une de nos doléances, que l'État nous vienne en aide, en tout cas les travailleurs indépendants. Dans ce milieu, le nouveau régime social des travailleurs indépendants est perçu comme une main secourable. Une politique sociale qui vient apporter une solution concrète à l'avenir de ces personnes qui baignent dans l'informel et qui vivent au jour le jour. Ce projet vise également à les organiser de sorte que ces travailleurs indépendants puissent pouvoir bénéficier d'un ensemble de projets, de programmes de société. En Côte d'Ivoire, selon les études menées par l'Institut national de statistique, seulement 10% de la population active bénéficie de prestations sociales de la CNPS. 90% d'actifs se comptent essentiellement
dans le secteur informel. Le régime social des travailleurs indépendants vise 7 millions de personnes travaillant à leur propre compte. Nouveau régime social des travailleurs indépendants, une politique pour sécuriser les acteurs du secteur informel. Un sujet signé Serge Coléa. Tout autre chose à présent, la compassion du gouvernement exprimée aux familles et aux proches des victimes de l'éboulement survenu dans le quartier Mikao de la commune de Yopougon. Les ministres de la Solidarité Belmondo Dogo, accompagnés du ministre de l'Assainissement Bouaké Fofana, ont rencontré les familles des populations sinistrées. Occasion pour eux de les inviter à quitter les zones à risque. Michel Mambo. À Yopougon, Mikao et au quartier Mosikro. Des morts de trop. Drame survenu dans la nuit du jeudi au vendredi suite à des éboulements. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté est sur le terrain. Miss Belmondo Dogo, accompagnée du ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, apporte le soutien du gouvernement aux populations sinistrées, mais surtout appelle les populations vivant dans les zones à risque à quitter ces vallées de la mort. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, nous dénombrons 11 morts pour Abidjan, 2 morts à l'intérieur du pays à Boisflé. Ce que nous demandons aux populations, et nous ne cessons jamais de le dire, que ces populations quittent les zones à risque parce que cette année, contrairement aux autres années, nous faisons face à une situation que nous pouvons qualifier de catastrophe parce que le niveau de pluie de cette année est multiplié, je dirais, par 5, souvent par 10. La sensibilisation, elle se fait dans toutes les langues. Nous sommes un État, nous sommes un gouvernement. C'est pour ça que quelquefois on fait recours aux forces. Mais on ne peut pas avoir des policiers en permanence derrière chaque personne. Le gouvernement est à la recherche de solutions durables qui consistent dans le recasement des gens sur des sites moins dangereux. Ce qu'on leur demande, c'est dans leur propre intérêt qu'on demande de partir de ces zones. Au total, 13 morts enregistrés ce vendredi sur le territoire national suite aux fortes pluies. La Sodexam, société de météorologie, annonce encore de fortes précipitations avec des risques d'inondation. Il faut quitter les zones à risque de toute urgence. Voilà, et la saison de pluie est loin d'être achevée. Il faut donc en redoubler de vigilance. Un autre sujet, celui-là, il parle de la CESEC. Eh bien, dans ses missions, dans le cadre de ses missions, le Conseil économique, social, environnemental et culturel a initié dans la commune d'Anyama une rencontre avec les jeunes. Ces jeunes ont été instruits sur les défis environnementaux et sur la qualité de vie dans leur commune. Reportage de Godefroy Okambawa. Ils viennent de tous les milieux de la commune d'Anyama. Ces jeunes, issus d'associations de jeunesse, sont instruits sur les défis environnementaux et sur la qualité de vie. À l'initiative du Conseil économique, social, environnemental et culturel CESEC, ces échanges s'inscrivent dans la vision du président de la République qui a pris la décision de faire de 2023 l'année de la jeunesse. C'est le moment d'inviter réellement les associations de jeunes, les parents d'élèves, mais également nos mamans qui sont, n'est-ce pas, les premières à inculquer donc ces valeurs-là. Et que chacun puisse prendre la question de l'environnement au sérieux, à bras le corps, pour que nous arrivions réellement à relever les défis de l'environnement. La jeunesse d'Anyama s'engage dans cette dynamique qui participe à l'amélioration du cadre de vie. Toutefois, le principal défi reste celui de l'éducation de cette jeunesse. Le CESEC est une institution importante de la République dont les activités sont plus ou moins méconnues du grand public, alors que nous savons exactement quelle est l'importance de cette institution dans la vie de la nation. Nous sommes donc sortis de notre cadre habituel, c'est-à-dire la plénière du CESEC, pour venir dans la population, parce que les avis que nous transmettrons au président de la République doivent être des avis pertinents. Pour que ces avis-là soient pertinents, il faut venir au cœur des populations, parce que la finalité, n'est-ce pas, de ces avis, c'est le bien-être de ces populations-là. Ces réflexions ont permis de recueillir les attentes de la jeunesse d'Anyama face aux défis auxquels ils sont confrontés. Un plaidoyer sera fait auprès des autorités compétentes afin d'améliorer leurs conditions d'épanouissement et de bien-être. Pendant 2 semaines, une centaine d'acteurs du système de contrôle de l'ordre administratif ont vu leur capacité renforcée sur le cadre de référence de l'audit interne d'État. La cérémonie de clôture de ces séminaires de formation s'est déroulée en présence de l'inspecteur général d'État, Awa Ndoli Théophile. Alexis Ouedraogo. La pratique professionnelle de l'audit interne dans l'administration publique ivoirienne vient d'être aiguisée.
Du 19 au 30 juin, une centaine d'acteurs du système contrôle de l'ordre administratif ont vu leur capacité renforcée pour la conduite de leur mission d'inspection, de vérification ou d'audit, conformément au cadre de référence de l'audit interne de l'État. Ça a été une excellente formation assurée par un expert en la matière qui nous a permis de renforcer nos capacités en matière de conduite d'une mission d'audit interne et en matière d'opérationnalisation de l'audit et du contrôle interne dans l'administration publique ivoirienne. Une initiative soutenue par les partenaires techniques. Pour nous, c'est important, les questions de redevabilité et de transparence, s'assurer qu'il y ait une bonne gouvernance financière qui permet ensuite de remplir les objectifs de développement de la Côte d'Ivoire, les objectifs de développement durable. Les inspecteurs se sont formés au cadre de référence de l'audit interne qui est désormais appliqué selon des normes internationales en Côte d'Ivoire et seront demain capables de mener leurs audits internes et inspections en utilisant ces normes. Pour l'inspecteur général d'État, la formation reste le seul moyen de tourner les bonnes intentions en bons résultats. Il importe que les acteurs du contrôle administratif que nous sommes soyons bien outillés pour conduire avec succès nos différentes missions. Je suis sûr que la pratique professionnelle de l'audit interne dans l'administration publique ivoirienne va atteindre un autre palier. Ainsi, l'efficacité des IGE et des IGR dans la conduite des missions d'audit va s'en trouver renforcée. Notons qu'au cours de la formation, les participants ont reçu différents livrables indispensables à la bonne conduite de leurs opérations. Un reportage d'Alexis Ouedraogo. Pendant 2 jours, les 6 et 7 juillet, les femmes réunies au sein du réseau ivoirien des femmes administrateurs de Côte d'Ivoire ont porté des réflexions sur le leadership de la femme administrateur au service d'une administration publique moderne et performante. Notre reporter Franck Quadio était témoin de ces réflexions. Elles sont toutes issues du cycle supérieur de l'école d'administration ENA. Ces femmes, réunies au sein du réseau ivoirien des femmes administrateurs, veulent promouvoir le leadership féminin au sein de notre administration publique. Le sens de cette première journée de la femme administrateur. Aujourd'hui, les femmes dans l'administration sont sans complexe parce qu'elles se sont donné les moyens d'être efficaces à leur poste. Nous attendons, c'est que nos supérieurs hiérarchiques nous fassent confiance. Thème choisi, leadership de la femme administrateur au service d'une administration publique moderne et performante passée au crible de plusieurs communications durant les 2 jours d'activité. Le directeur général de la fonction publique, Soro Niganafol, se prête à l'exercice et le relève. La pertinence de l'action managériale de la femme dans nos administrations à preuve, elles occupent à plus de 36% des postes de responsabilité. Un juste retour des choses selon la directrice de cabinet s'exprimant au nom de l'autorité de tutelle, la ministre de la fonction publique Anne-Désirée Oloto. Cette première édition de la journée de la femme administrateur vient vraiment à point nommé. Madame a initié un programme de leadership féminin pour les femmes dans l'administration ivoirienne et cette formation se fait au niveau de l'ambassade des États-Unis. En plus, nous sommes résolument engagés dans une administration, la promotion d'une administration innovante et performante. Le RIFAMED, réseau des femmes administrateurs, est porté sur les fonds baptismaux en 2006. Ces premières journées, qui prennent fin le 7 juillet, ont pour but essentiel développer le réseautage et le mentorat. La sous-préfecture de Grand Maurier dans le département d'Agboville était en joie. Le président du conseil régional de l'Agnébitiassa, Pierre Ngundemba, a remis plusieurs infrastructures matérielles de mobilité aux populations. Patricia Omoetia. Dans les localités du canton Maurier et de Babiaran, le président du conseil régional de l'Agnébitiassa a inauguré plusieurs ouvrages, notamment le collège moderne, la clôture du centre de santé urbain et le projet de raccordement en eau potable. Toutes ces doléances que nous, les femmes, avons portées, et il a exaucé tout ce que nous avons souhaité avoir. L'école de proximité, la route qui désenclave aujourd'hui Grand Maurier, et cela ne peut qu'apporter le développement. La visite s'est poursuivie avec les travaux de réhabilitation de l'axe Grand Maurier-Araguier.
Pierre Dimba a également remis 8 tricycles d'une valeur globale estimée à 10 millions de francs CFA aux 8 villages de la sous-préfecture de Grand Maurier. Visiblement comblés par autant d'actions de développement, les populations ont exprimé leur reconnaissance. Toutes ces infrastructures permettent un épanouissement de nos populations. Et donc nous ne pouvons que dire merci. Merci aux œuvres de développement que pose le ministre et merci pour son soutien d'effectif aux populations. Aux populations fortement mobilisées à chacune des étapes, Pierre Dimba a exprimé sa joie de voir ces infrastructures se réaliser après être longtemps restées en marge du développement. Je pense que les populations ont compris que la vraie politique, c'est celle qui conduit au développement. Et avec l'ensemble des cadres réunis, nous allons vraiment transformer notre région, chaque lopin de terre, pour que le développement promis par le chef de l'État puisse être au rendez-vous dans notre région. Au thème de sa visite, le président du conseil régional de l'Agné-Bitsiassa, Pierre Dimba, a également demandé aux populations de continuer à faire confiance au président de la République qui a encore beaucoup de projets structurants pour la région de l'Agné-Bitsiassa. Voilà, grande joie des populations. Et puis le programme alimentaire mondial, le PAM, vient d'offrir des équipements informatiques à la direction des cantines scolaires, un don composé de 10 ordinateurs de bureau, 8 ordinateurs portables, 2 imprimantes réseau, un photocopieur et 58 tablettes. Ce qu'il faut également savoir, c'est que la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, a au nom du chef de l'État remercié l'institution internationale pour ce don. Reportage. Le PAM, Programme alimentaire mondial, accompagne les efforts du ministère de l'Éducation nationale dans le maintien des tout-petits à l'école à travers l'amélioration des conditions de fonctionnement des cantines. Entamée depuis 1989, cette collaboration est au beau fixe. La preuve, l'organisation offre des équipements informatiques à la direction des cantines scolaires. Le don, donc vous voyez une partie ici, est composée de 10 ordinateurs de bureau, 8 ordinateurs portables, 2 imprimantes réseau, un photocopieur et 58 tablettes pour le renforcement du dispositif de suivi et évaluation. Le PAM est convaincu que l'amélioration des conditions de travail et d'intervention des agents de la direction des cantines scolaires contribue à l'amélioration de la qualité des services rendus aux enfants des zones vulnérables. Réceptionnant symboliquement une partie des dons, Mariatou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, souligne l'importance de l'acte en faveur des écoliers du pays. Le soutien et l'engagement constant du PAM ont permis l'amélioration du taux de fréquentation, notamment celui de la jeune fille, et la réduction du taux d'abandon dans les écoles où il y a au moins une cantine. Madame la représentante, je vous réitère la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire pour ses appuis continus qui concourent à l'atteinte d'une école de qualité, chère à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Avec un taux de couverture nationale estimé à 40%, la Côte d'Ivoire compte à ce jour plus de 5000 cantines scolaires. En 1989, le pays en dénombrait 277. Reportage de Walter Amadou Ouattara. 381 élèves maîtres rejoignent l'enseignement primaire et préscolaire à partir de la rentrée scolaire prochaine. Ces nouveaux enseignants ont fait leur sortie récemment à l'occasion du baptême de la 7e promotion du CAFOP supérieur de San Pedro. Le reportage est signé Sam Conan. San Pedro, place à Saint-Pierre. Nous sommes à la cérémonie de baptême de la 7e promotion sortante d'élèves maîtres. Après 2 années de formation au CAFOP supérieur de San Pedro. Pendant ces 2 années de formation, nous avons reçu tout le bagage intellectuel nécessaire pour pouvoir gérer une classe, que ce soit du préscolaire jusqu'à la classe de CM2. Le CAFOP de San Pedro est un moyen CAFOP en temps ordinaire. Il est l'un des derniers nés parmi les 16 CAFOP que compte le pays. Il a ouvert ses portes en 2015 au groupe scolaire Bardo, avant de rejoindre son site actuel en 2017. La promotion sortante, forte de 381 élèves maîtres, dont 76 filles. Aux 381 élèves maîtres qui vont être sur le terrain dès la prochaine rentrée scolaire, le parrain a prodigué quelques conseils. Comme conseil, c'est vraiment de travailler, servir l'État, servir dans la loyauté et servir honnêtement. À ce jour, le centre d'animation et de formation pédagogique de San Pedro a formé 3417 enseignants, dont 1663 filles.
L'excellence célébrée dans le quartier de Yopougon-Sidessi. Les meilleurs élèves de ce quartier ont reçu des présents au cours d'une journée d'excellence qui a été donc organisée dans ce quartier. C'était en présence du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo. Reportage. Ce sont au total 108 élèves issus des classes de CP1 au CM2 et 13 enseignants qui sont distingués. Cette initiative de l'inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire de Yopougon-Sidessi vise à promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Autre temps fort de cette cérémonie, la récompense du meilleur élève de la circonscription au niveau de l'examen du certificat d'études primaires et secondaires avec 166 points sur 170. Je voudrais dire merci à M. Adama Bictogo qui m'a envoyé ce lot de cadeaux. Et je voudrais aussi dire merci à ma maman qui m'a aidé aussi. Je suis très heureux. Je dis un grand merci à ma directrice. Et aujourd'hui, je viens avec un prix pour l'école. Cela me va droit au cœur. L'inspectrice de l'enseignement préscolaire et primaire de Yopougon-Sidessi est fière des résultats de sa circonscription. Elle a encouragé les enseignants et les élèves à poursuivre sur cette lancée. La moyenne nationale est de 71,28%. La moyenne de la circonscription de Yopougon-Sidessi est de 76,46%. Il s'agit de féliciter les valeureux élèves des différentes écoles. Saluer les efforts des enseignants qui sont à la tâche chaque jour pour améliorer le rendement et les performances des enfants. La représentante du parrain de cette cérémonie a salué cette initiative. Nous sommes avec les enseignants et les enfants. C'est normal que nous soyons très contents, très satisfaits de ces enfants de l'IEP qui sont les meilleurs au niveau de Yopougon. Au thème de cette cérémonie, la représentante du président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, a fait don de kits scolaires et de numéraires. La circonscription de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Yopougon-Sidessi couvre 54 écoles de la commune de Yopougon. Voilà, vous l'avez compris, le président de l'Assemblée nationale s'est fait représenter pour cette occasion. Reportage de Générosa Quadio et Patricia Omoetia. Dans l'actualité internationale sur la situation en RDC, la situation entre le pouvoir de Kinshasa et le M23. Sachez que dans une vidéo, Sultani Makenga, le chef rebelle du M23, s'est exprimé pour la première fois depuis la ressurgence du mouvement armé en 2022. Il assure qu'il continue d'exiger un dialogue avec Kinshasa. Notons que le même jour, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, recevait son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa, qui a évoqué la négociation comme solution au conflit dans l'est du pays, mais le président congolais lui refuse toute négociation avec le M23. Sans dialogue, Sultani Makenga assure par ailleurs que son mouvement ne se sent en aucun cas concerné par le processus de cantonnement et de désarmement acté lors du dernier sommet de l'EEAC le 31 mai dernier. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.